Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous le savez, mais ça fait un peu plus de 5 ans aujourd'hui, à l'heure où on tourne cette vidéo, qu'on investit, dans le domaine des crypto-monnaies. Alors que ce soit Benjamin, Théo, Mickaël et puis moi-même, que vous avez l'habitude de voir à plusieurs reprises sur la chaîne. Et on a décidé de faire cette vidéo pour vous donner un peu un retour d'expérience. Alors c'est pas forcément un sujet qu'on a préparé à la base, mais de vous expliquer un peu les leçons qu'on a appris, quelquefois, heu pas forcément de la bonne manière, dire que souvent les mauvais choix qu'on fait dans la crypto, on le paye quand même sévèrement. Et moi, je sais que personnellement, il y a certains choix que j'ai faits, que j'ai pas besoin de réapprendre 2 fois la leçon pour savoir que c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Donc bref, ça m'a donné l'idée de cette vidéo et je me suis dit que ça pourrait être sympa, de vous faire un retour, sans forcément, voilà, avoir des talking points spécifiques, d'avoir préparé le sujet en amont. Puisqu'en général, les discussions qu'on fait avec Théo, c'est quand même quelque chose qui vous plaît quand même plutôt bien. Donc, je sais pas si tu voulais commencer, toi Théo, peut-être explique rapidement un peu ton parcours et puis, Oui, après, les choses que tu as apprises, quoi. ouais, pas de souci. Bah, du coup, on a, je pense, quelque chose d'assez similaire. Donc moi, ça fait maintenant bientôt 5 ans que je m'intéresse à la crypto-monnaie. Et c'est vrai qu'au début, j'ai commencé petit, comme tout le monde, petit à petit. Et du coup, là, on est en plein bear market du précédent cycle. Donc du coup, j'ai au moins un cycle complet, même un petit peu du cycle précédent, mais au moins un cycle complet d'investissement. Donc bear market, phase d'accumulation, le cycle haussier. Et là, voilà, on est en train de vivre le deuxième bear market que je connais du coup. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qu'on va partager. Et je pense que une des principales, et c'est vraiment quelque chose, ça peut paraître basique, mais encore une fois, je pense que tout ce qu'on partage là, j'espère que ça va vous aider, mais c'est vrai qu'il y a pas de meilleur professeur que se prendre la claque dans la tête, quoi. Et c'est vrai que Mmh. ça a appris à nos dépens. Et pourquoi on le dit? Parce que franchement, ça nous est arrivé. Et une des plus grosses leçons, je pense, c'est voilà, il faut pas FOMO sur un projet. Mais tu l'entends, tu le sais qu'il faut pas FOMO. Mais des fois, tu es tellement dans le truc que tu dis c'est absolument maintenant, il faut que j'investisse. Et aujourd'hui ou ce soir ou cette nuit, sinon ça va être trop tard. Et à chaque fois que j'étais dans cette optique-là, dans cette mentalité-là, de me dire: «Il faut absolument que je fasse les transactions», et même si c'était parfois le soir, enfin en semaine après le boulot, tu rentres, tu claqué et tu commences à te renseigner, tu dis: «Putain, il faut absolument que je le fasse», et du coup, tu dis: «Bon, j'ai pas le temps, je vais manger, je le ferai après manger», et du coup, tu te couches tard et tu fais et tu fais pas forcément des bonnes manies, tu fais pas attention, et du coup, enfin, déjà, c'est source d'erreur parce que tu peux approuver des contrats, tu peux faire des transactions malheureuses, hein. Tu peux te tromper parce que tu es fatigué, parce que t'es pas à 100% disponible pour ce que tu Mmh. fais, hein. Et encore une fois, bon, ça c'est pour faire des transactions sur un projet. Participer aussi à des ICO, ça j'ai pas mal fait aussi, que ce soit sur des launchpads, que ce soit sur des sites d'ICO qui étaient plus basés sur le temps asiatique, donc avec 7 heures ou des trucs à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, où du coup, tu as le choix, tu dis qu'est-ce que je fais? Je dors 2 heures, je le fais, je reste éveillé. Et à chaque fois, déjà, Mmh. pas frais mentalement pour le faire à ce moment-là. Donc du coup, il peut t'arriver des bricoles. Et puis surtout, est-ce que voilà, c'est des projets qui n'ont pas forcément super marché. Et dans tous les cas, après, ça te met ta semaine en vrac, quoi. Juste pour investir dans un truc, je me suis dit, c'est le moment, il faut que j'investisse. Et franchement, moi, j'en ai fait, mais c'est vérité. Sur le lundi matin, à 3 heures du matin, j'étais en train de faire des transactions. En plus, il fallait que j'attende, des trucs, ça ouvre et tout. Et du coup, j'étais au lit. Et en plus, quand t'es dans un état émotionnel comme ça, tu te dis, putain, faut que j'investisse. T'es à fond, tu fais ta transaction. Tu vas te coucher, il est 3h30. T'es pas en bon état pour dormir, t'as pas envie de dormir, donc du coup, tu t'endors, il est peut-être 4h30, Mmh. 5 heures. Quand t'as le réveil qui sonne à 6h30, 7 heures, je peux te dire, le reste de la semaine, ça pique, quoi. Et puis Et dans attends, tous les cas, c'est à condition en plus que tu aies été, choisi pour investir sur l'ICO. Moi, ça m'est arrivé de faire des trucs comme ça tard le soir, de rester jusqu'à 3 heures pour au final me rendre compte: «Ah non, vous êtes, 600 millième dans la liste ouais, là, d'attente, donc tu vas te coucher, tu as que dalle, hein». Ça, tu es oui, content donc aussi, voilà, hein. voilà, donc c'est ça. Et dans tous les cas, il y a tellement d'opportunités. Tout ça pour revenir au FOMO, c'est vrai qu'il y a tellement d'opportunités que c'est jamais trop tard. Et dans tous les cas, même si le train est parti, il y en aura d'autres. Si vous vous intéressez, si vous suivez l'écosystème crypto, bon oui, vous êtes passé peut-être à côté d'un projet. Et c'est vrai que c'est rageant aussi d'un côté, parce que moi j'en ai suivi des projets où ouais, j'ai pas trop envie d'y croire, mais tu as étudié un petit peu et tu as regardé et puis tu as oublié. Puis 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois après, tu vois que le truc il a explosé, qu'il a fait un fois 15, un fois 30, et tu dis ouais, mais si j'avais investi, je serais là. Mais après, du coup, tu as peut-être investi dans d'autres projets qui ont fait moins. Bon, bref, tu vois, c'est jamais trop tard. Et à chaque fois, et ça continue de m'arriver, tu vois, des projets que j'ai suivis, que j'ai pas investi, qui font des fois 30, des fois 40, des fois 50. Mais tu peux pas être partout non plus. Enfin, à un moment, Mmh. on n'est pas partisan non plus de mettre 200 € sur chaque projet qui t'intéresse. Donc, du coup,
faut bien faire de l'arbitrage. Hein. On aimerait bien pouvoir investir plus à chaque fois qu'on voit passer un truc, mais bon, malheureusement, c'est pas comme ça qu'on fait. Et au final, c'est des choses qui m'arrivent régulièrement, alors pas forcément tous les jours, mais de temps en temps, un projet que j'avais étudié ou que j'avais entendu parler, je me dis, ah tiens, ça pourrait être intéressant, et j'ai pas plus creusé ou j'ai pas investi parce que c'était pas le moment, parce que j'avais pas les fonds, parce que X raison, qui a fait x30, mais du coup, ça, sur mes relativement court, parce que voilà, je vais pas dire que je suis un OG de la crypto, vous savez, je suis là depuis le début, non, moi j'ai commencé à la fin 2018, donc c'est quand même assez tard, récent pour certains, mais dans tous les cas, ça fait pas, voilà, ça fait 4-5 ans dans tous les cas. Et ça arrive régulièrement, ou des projets qui explosent, et donc du coup, il y a toujours des opportunités, il y a toujours moyen de faire de l'argent. Alors peut-être que ça va se lisser dans le futur, peut-être qu'il y aura voilà, moins de volatilité parce qu'il y aura plus de contrôle, plus de réglementation, mais dans tous les cas, il y aura toujours des opportunités. Et si vous êtes dans cet état émotionnel-là de dire c'est absolument maintenant qu'il faut que j'investisse et avec beaucoup de capital, en général, c'est une erreur. Enfin, moi, c'est C'est même pas en les deux. général, c'est que c'est sûr, à 99%, c'est jamais le Je bon. pense qu'il y a des gens à qui ça a réussi. Moi, personnellement, ça m'a pas réussi. Les quelques fois où j'ai fait Ouais. ça, c'était totalement contre-productif. En plus, voilà, donc ça, c'est un retour d'expérience. Mais je pense, tant que tu n'as pas vécu, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte. Voilà, tu l'entends dire. Mais vraiment, c'est vraiment tout mon cœur. Je vous dis, essayez de pas le faire. Parce que moi, ça m'a jamais réussi. Après, peut-être que vous aurez de la chance. Mais après, je sais pas toi si t'es arrivé aussi de faire ce genre de choses. Mais franchement, moi, ça n'a jamais marché. Ou alors, ça n'a jamais eu autant de résultats que d'autres approches que j'ai eues qui sont beaucoup plus chiantes d'acheter, d'attendre et revendre quand c'est tu vois, acheter en consolidation. Au final, le gros des résultats, il était là, et pas à faire des trucs voilà, dans cet état émotionnel-là, dans tous les cas. Quoi. Moi, tu vois, j'ai pas fait. Alors, j'ai fait des erreurs, c'est clair, et je vais en donner quelques-unes, mais j'ai pas, tu vois, typiquement, j'ai pas commencé par du trading, à effet de levier, à faire n'importe quoi. Ça, j'ai pas fait. J'ai pas investi de l'argent que j'avais pas. Tu vois, j'ai pas commencé à emprunter de l'argent à droite à gauche, ou emprunter de l'argent à la banque en faisant croire qu'il y avait un projet immobilier, alors qu'en fait, il n'y avait pas un projet immo, et j'investis dans les cryptos. Je connais des gens qui l'ont fait, hein, c'est pour ça que je te le dis. J'ai pas fait ce genre de truc, tu vois. J'ai toujours eu une allocation d'actifs qui correspondait avec ce que je voulais faire. J'ai toujours fait attention à l'argent que je mettais dessus. Avant d'investir ne serait-ce que le moindre euro dans la crypto-monnaie, j'ai mis plus d'un an à me former. Alors, je me suis formé à l'analyse des cycles, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, etc. Pendant un an, j'ai fait presque que ça avant d'investir ne serait-ce que le moindre euro dans l'écosystème crypto. Donc, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas possible. Hein. J'entends parler du Bitcoin. Ah, si j'en entends parler, c'est que c'est rarement le bon moment parce que souvent, on en parle à la télé, on en parle à la radio, et donc c'est tout de suite qu'il faut acheter. C'est pas comprendre la techno, c'est pas comprendre l'écosystème, c'est pas comprendre les cycles, c'est quoi que j'achète. Et nous qui avons tous les deux des chaînes dans la crypto, on sait clairement comment ça se passe là-dessus. Donc, surtout quand tu es en bull run, voilà, tu as tous les débutants qui disent c'est quoi qu'il faut acheter, c'est quoi la prochaine crypto qui va faire un x100. Et c'est justement là où c'est ouvert à tout et n'importe quoi. Et c'est souvent à ces périodes-là où tu fais énormément d'erreurs. Et en bear market, où tu te rends compte que en bull market, tout l'argent coule à flot. Les 1000, 2000 euros, 3000 euros que tu peux investir comme ça, sans réfléchir, sur une vieille ICO, sur un projet, tu t'en fous. En bear market, tu dis putain, ça faisait quand même, tu vois, pour des gens qui ne gagnent pas énormément d'argent, tu dis putain, ça représentait 3 mois de salaire là, ou 2 mois de salaire, tu as 2 mois d'épargne. Tu dis, j'aurais peut-être dû réfléchir à deux fois. La valeur de l'argent en bull market n'a pas la même valeur tout simplement en bear market. Et ça vous allez l'apprendre. Nous, on l'a vécu aussi. Donc, j'ai pas fait toutes ces erreurs-là. Tu vois, l'erreur que j'ai faite, et c'est celle que tu as dit tout à l'heure, moi, c'est de FOMO, des projets où tu te dis, je vais pas donner de nom, mais typiquement, il y avait un projet moi, que je suivais depuis un certain temps. Je disais, de toute façon, c'est un vieux scam, je vais pas investir dessus. Puis j'attends un an, 2 ans, et puis à un moment donné, j'en entends parler. Puis je vois que le projet, genre, il a énormément augmenté. Je me dis, putain, mais il est toujours pas mort le truc. Et puis après, je commence à creuser, et je me dis, il y a des trucs intéressants. Du coup, je commence à rentrer, et je rentre beaucoup sur ce projet-là, alors que c'était un projet qui avait déjà énormément augmenté en bull market. Et quand on a eu la grosse correction de marché, là, tu te dis, ouais, j'aurais peut-être pas dû rentrer d'un coup. J'aurais peut-être pas dû rentrer, en tout cas. Je ne suis pas forcément rentré d'un coup, mais j'aurais peut-être pas dû rentrer autant et de me laisser plus de temps pour rentrer. C'est un peu la leçon, ce que disait Théo tout à l'heure, c'est jamais urgent. Tu vois, typiquement, les cycles du Bitcoin, on disait tout le temps, avant ce précédent cycle, on disait, lorsqu'on dépasse le précédent plus haut, à chaque fois, on ne revient jamais en deçà de ça lors du prochain cycle. Et la réalité, c'est que ça a été le cas par le passé, et sur le précédent bull run, ça n'a pas été le cas.
ceux qui avaient acheté à 20 000 $ en 2017. Là, dernièrement, je ne sais pas à quel moment on va publier la vidéo, mais le Bitcoin est descendu 5 années après à 16 500 $, même un petit peu moins. Donc, tu peux te dire, tu es capable d'attendre 5 ans et de perdre de Toujours dans le trou, l'argent quoi. et d'être toujours dans le trou. Donc, en fait, ça prouve que, bon, déjà, il n'y a pas une vérité absolue, que c'est pas parce qu'un truc s'est passé par le passé que ce sera forcément le cas par la suite. Et en plus de ça, que c'est une garantie sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous devez investir aujourd'hui et maintenant, moi, en tout cas, la leçon que j'ai retenue de tout ce que j'ai fait depuis le départ, c'est que c'est jamais urgent. Quand vous ressentez une urgence d'investir, souvent, c'est que c'est rarement le meilleur moment. euh, et que pour pouvoir ressentir, en tout cas, si déjà vous vous posez la question, est-ce que c'est maintenant qu'il faut acheter? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut vendre? Quel projet il faut que je mette dans mon portefeuille? C'est que déjà, vous n'êtes pas prêt. C'est que déjà, clairement, il ne faut pas que vous investissiez parce que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Vous attendez une confirmation de la part de personnes extérieures qui vous disent tout simplement quoi faire. Et c'est pas comme ça que vous gagnez de l'argent, c'est pas comme ça que vous allez réussir à obtenir des résultats intéressants. Et nous, on l'a toujours dit, on n'a pas la science infuse, on a fait des erreurs, on va continuer d'en faire. Mais ce qui a très bien fonctionné pour nous, pour le coup, malgré le fait qu'on ait eu des erreurs, c'est qu'on a réussi à se dissocier de ce qu'on pouvait aussi entendre la plupart du temps sur les réseaux sociaux et qu'on a réussi à se faire notre propre idée sur des questions spécifiques. Moi, quand j'ai commencé à rentrer dans la crypto, donc je m'y suis intéressé, j'en avais entendu parler pour la première fois en 2016. Alors, comme la plupart des gens, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Je ne m'y suis pas forcément intéressé. En 2017, j'en ai de nouveau entendu parler. C'est qu'à partir de 2018, où là, j'ai commencé véritablement, tu vois, à me dire, il y a peut-être un truc intéressant parce que j'arrête pas d'en entendre parler. Donc là, en 2018, j'ai fait que apprendre. Je te dis sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, tous ces trucs-là. Et après avoir passé plus d'un an à me renseigner sur le sujet, j'ai dit, punaise, là, franchement, le Bitcoin, il était à 3 000, 3 500 $ et l'Ether, il était à moins de 100 € à l'époque pour ces projets-là, typiquement. Et je disais, punaise, là, pour moi, pour tout ce que j'ai appris, c'est un super moment pour rentrer. Et je me souviens que même sur YouTube, je l'avais dit ouvertement. Et je me suis fait insulter dans les commentaires en me disant, mais non, tu comprends rien, le truc, ça va continuer de baisser et tout. Résultat, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas forcément écouté ce qu'ils disaient aux alentours de moi. J'ai maîtrisé mon risque, je suis rentré. Ça a été, in fine, une super opportunité et ça a été une super décision que j'ai pu faire. Mais il faut savoir que quand vous prenez des décisions, notamment quand vous achetez relativement bas ou que vous pensez être au bottom, le cas, par exemple, pour le bottom, c'est absolument pas évident. On se rend compte que c'est un bottom après coup, quelques années après, quelques mois après, parce qu'on fait des points bas, on va dire, de plus en plus haut. Mais sur le coup, quand vous pensez que vous êtes au bottom, il y a tout le monde qui vous dit que ça va descendre encore plus bas. Donc, ça n'a rien de caractéristique, on va dire, d'un bottom. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et pareil, quand vous êtes au top, vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire, mais non, là, c'est par exemple à 60 000, le stock to flow dit que ça va monter à 100 000, donc ça va monter à 100 000. Il y a une sorte de consensus global. Le top et le bottom, c'est à chaque fois les extrêmes où c'est très difficile de pouvoir, d'ailleurs, je veux dire, c'est même impossible de le faire pour la majorité des gens, et vous ne devez pas essayer de le faire, parce que justement, il n'y a rien qui vous prédit que vous êtes bien dans ces moments-là. Et c'est qu'après coup où on s'en rend compte. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans la crypto, c'est de voir le marché crypto comme étant un accélérateur pour obtenir des résultats financiers qu'on n'est pas capable d'avoir à côté. Parce que c'est vrai que les résultats que tu peux avoir dans la crypto en quelques années, en un bull run, tu ne seras pas capable de les avoir en 25 ans, peut-être en investissant sur du S&P 500. Donc, il faut voir les opportunités qu'il y a dessus. Et je le vois comme un outil aujourd'hui pour pouvoir accélérer ces résultats financiers et j'extrais une performance du marché. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train d'essayer de timer le bottom, d'acheter au plus bas et revendre au plus haut. Mon objectif, c'est de gagner de l'argent et tout ce qui est entre les deux, je m'en fous. C'est-à-dire que je vais, oui, rentrer dans des périodes où je me dis là, c'est opportun sous forme de DCA. Dans des périodes où je me dis là, ça commence à sentir la surchauffe, je vais commencer à sortir par palier et je vais récupérer des plus-values. Je ne vais pas essayer de revendre au plus haut parce que si tu essaies de revendre au plus haut, de toute façon, ça n'arrivera pas. Et là, tu vas te retrouver comme beaucoup de gens qui arrivent en fin de bull run, voient leur portefeuille à un certain niveau et considèrent que c'est la valeur de leur portefeuille. Par exemple, je ne sais pas, 100 000 balles. Je dis, tiens, mon portefeuille est monté à 100 000 balles. Je considère que c'est la valeur de mon portefeuille. Et puis après, il commence à baisser, 80 000, 70 000. Tu dis, ah punaise, si j'avais su, j'aurais vendu. Et puis ça va remonter un petit peu. Tu dis, allez, s'il remonte à 100 000, c'est bon, là, je vends. Et puis, il ne remonte pas à 100 000, il va redescendre à 50 000, à 40 000. Tu dis, allez, s'il remonte à 70, je le vends. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver avec des gens qui pouvaient avoir des portefeuilles avec des sommes astronomiques sur certains bull runs et qui se retrouvent en perte à la fin du cycle baissier parce qu'ils n'ont pas réussi à
à valider, on va dire, leur plus-value, quoi, des plus-values latentes. Tout à fait et après, ouais, c'est vraiment comprendre, tous ces éléments-là pour être serein et après moi, un autre point que je voulais aborder aussi sur l'aspect, sérénitude, c'est premièrement de comprendre ce qu'on fait, hein, parce que à chaque fois, il y a des projets, c'est plus ou moins facile de rentrer dedans. Par exemple, voilà, si c'est un ERC20, je pense, voilà, si vous utilisez Mask, c'est plus facile de la technologie, comprendre, c'est Ethereum, c'est des choses qui sont plus faciles si vous êtes déjà dans cet écosystème-là. Mais il y a aussi d'autres projets qui sont basés sur un autre consensus, un autre proof of je sais pas quoi, une autre blockchain. Et donc là, du coup, il va falloir peut-être creuser un peu plus, mais dans tous les cas, comprendre comment faire les transactions, comprendre la technologie. Aussi avant d'investir, parce que moi, il y a une fois, ça m'est arrivé, j'ai investi sur un projet. Au tout début, j'ai dit, allez, je vais essayer, pourquoi pas. Et au final, après, je savais pas comment le sortir de l'exchange parce que c'est une blockchain que je connaissais pas. Il fallait que j'installe un autre wallet, il fallait que. Et tout cet aspect technologique que j'avais pas prévu au début, au final, ça te fait stresser. Je me suis dit, ah, je sais pas trop, tu sais pas trop comment utiliser la technologie. Après, c'était un tout petit truc, voilà, un peu à la part. Mais au final, avec le recul aussi, de bien comprendre la technologie et de mettre en place des protections, tu vois, de faire gaffe à sa sécurité, bien comprendre pourquoi tu fais le truc, où est stocké chaque donnée, tu vois, si tu as une clé Ledger, à quoi ça sert les 24 mots, mais vraiment comprendre à quoi ça sert les 24 mots, les implications que ça a, comment tu peux l'utiliser pour mieux sécuriser tes transactions, avoir des trucs en place, des mesures de sécurité, avoir tes two-factors, avoir mis des choses en place aussi et comprendre pourquoi tu les as mis en place, tout cet aspect voilà, protection et comprendre pourquoi tu fais les choses, que ce soit dans l'investissement, mais aussi au niveau des manips, hein, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent être stressées parce qu'ils ne comprennent pas trop où c'est qu'ils envoient les fonds, comment ça s'ouvre, tout ça. Mais vraiment comprendre où sont stockés les cryptos, comment ça marche et l'aspect sécurité autour. Moi, c'est quelque chose qui m'a bien aidé, qui continue de m'aider parce que je me dis, bon, j'ai quand même mis des choses en place, je sais où je vais et quand je fais des manips, là encore, je me mets dans un environnement qui est favorable. Tu vois, on a parlé d'investir à 3h du matin n'importe comment, bon, ça je fais plus. Mais ce que je fais par contre, c'est quand j'ai des trucs importants à faire ou des trucs il faut que je sois concentré, mais je le fais à un moment où je suis dispo mentalement. Par exemple, même des fois le soir, je rentre pas forcément tard. Quand t'as pas la tête, c'est pas grave, ça peut attendre. Toi, moi, c'est un cas très particulier, mais en général, c'est jamais très urgent. Donc ça peut attendre le lendemain matin où tu es plus tranquille, où tu peux te mettre dans ton bureau tranquillement sur ton PC et tu prends le temps de faire le truc et du coup tu gagnes en sérénitude parce que tu sais ce que tu fais et tu as la tête pour ça, quoi. Et après, aussi avoir la sérénitude de pas avoir, comme tu as dit, C'est plus euh, sérénité, je crois, que sérénitude, mais sérénitude, ça existe. Oui, mais c'est possible. je crois Sérénité, pas. C'est plus sérénitude, sérénité, je vais gagner en sérénité, mais bon, c'est pas grave. S'il y a sérénitude. des profs de français, ils nous C'est corrigeront dans les commentaires. sérénitude. Peut-être en anglais, je sais plus. Bon, bref, Bon, on s'en tu as fout. sûrement raison. Ok. Et du coup, ouais, encore une fois, pas mettre de l'argent que je pouvais pas me permettre de perdre, tu vois, parce que dans tous les cas, je me dis, oui, d'accord, c'est très bien, je peux tout perdre. Et même si je perds tout, au final, c'est quoi le risque? Oui, ben, je perds tout. Je perds mon portefeuille d'investissement dans la crypto-monnaie. Mais j'en ai peut-être un peu Ça te ailleurs. met pas à mal, Je, voilà, et ça te met pas j'ai dans encore mon petit matelas de sécurité, j'ai encore mon travail, tu vois. Enfin, je veux dire, évidemment, ça va pas me faire plaisir, mais ça ne met pas en difficulté. Je peux continuer de vivre ma vie, je peux continuer de vivre ma vie pas comme si de rien n'était, parce que bon, j'ai quand même perdu pas mal d'argent, mais dans tous les cas, ça ne met pas en danger ni financièrement, ni voilà, il y a aucun souci par rapport à ça. Et ça, dans tous les cas, c'est quelque chose que j'avais vraiment à tenir en compte et à penser, parce que on dit toujours, si je parle d'argent, ici. Oui, mais d'accord, il faut voir aussi le côté risque. Tu vois, qu'est-ce que tu gagnes à rentrer là-dedans versus ce que tu peux perdre. Et moi, le risque, concrètement, oui, si je peux perdre tout l'argent que j'ai dans la crypto-monnaie, ça peut aller à zéro, même si c'est pas quand même en diversifiant un peu, en ayant bien compris, c'est quand même pas le plus probable, même si ça peut arriver. Je sais que ça peut arriver, mais du coup, oui, ça peut aller à zéro, je peux tout perdre. Mais je peux aussi gagner pas mal d'argent si je fais les choses bien. Donc, du coup, pour moi, comprendre le ratio risque-rendement potentiel, ça m'aide aussi à être plus serein dans ce que je fais, quoi. Ouais, moi, tu vois, ce qui m'a énormément aidé, donc en effet, gérer le risque, faire confiance à personne, essayer de se forger un esprit critique et ne rien considérer comme acquis. C'est-à-dire que, tu vois, on a toujours parlé des biais de confirmation sur les réseaux sociaux, rentrer dans des communautés qui peuvent être plus ou moins pertinentes. Mais typiquement, tu rentres dans une communauté sur Reddit qui te dit c'est bon, on est tous ensemble, on va faire pumper le truc to the moon, et en même temps, c'est des gars qui vont dumper sur ta tête au moment où ils en auront l'occasion. Donc en fait, il faut savoir que dans la crypto, vous êtes seul, et même dans l'investissement de manière générale, j'ai envie de dire plutôt vous êtes seul. Euh,
il faut faire confiance à personne. Et encore moins quand vous commencez à rentrer dans des communautés plus ou moins douteuses. Il y en a qui ont un vrai intérêt, où il y a un vrai travail d'éducation, il y a une vraie prise en charge, j'ai envie de dire, tu vois, des débutants pour essayer de les emmener d'un point A à un point B. Il faut faire très attention à toutes les communautés Moonboy, To the Moon, tous ces trucs-là, parce que derrière, vous pensez que vous avez rejoint une communauté, mais ces personnes-là, si derrière vous prenez des mauvaises décisions parce que vous placez mal votre argent, parce qu'il arrive quoi que ce soit, la seule personne responsable, de toute façon, ça sera vous. Et j'ai envie de dire, derrière, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Donc, derrière, il faut comprendre comment vous fonctionnez, votre profil de risque, ce que vous êtes capable de faire et là où est-ce que vous avez envie d'aller. Et s'il vous faut, par exemple, je ne sais pas, 2 ans pour comprendre l'écosystème un peu crypto et avoir les bases avant de commencer à investir le moindre euro, prenez ce temps-là. Ce n'est pas du temps perdu. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, punaise, oui, c'est bon, j'ai compris la blockchain, j'ai compris le Bitcoin, j'ai compris la Ledger, allez, c'est bon, maintenant, c'est quoi que j'achète? Et le problème, c'est qu'après, c'est des gens, et nous, on en a reçu plusieurs, notamment quand il y avait eu des problématiques avec Celsius, avec Nexo, BlockFi et même FTX. La dernière fois, alors ça date d'il y a quelques temps maintenant, mais quand il y avait eu la chute de FTX, on en avait un typiquement qui avait perdu plus de 500 000 euros sur FTX. Et pour autant, c'est quelqu'un qui était là depuis 4 ans dans la crypto, tu vois. Et c'était l'intégralité de son portefeuille qu'il avait laissé sur FTX. Et je me dis, punaise, c'est dingue. C'est-à-dire que je suis triste pour lui, tu vois. Je me dis, c'est triste, c'est malheureux et tout. Et je me dis, d'un côté, il y a aussi un manque de responsabilité parce que quand tu as autant d'argent, que ça fait autant de temps que tu es dans la crypto-monnaie et que tu n'as pas compris qu'il fallait déjà pas laisser tout ton argent sur des plateformes d'échange et qu'il faut que tu aies un wallet type Ledger ou par exemple Trésor, dire derrière l'erreur, oui, je pense que cette personne-là ne refera pas cette erreur, mais cette erreur, tu la payes extrêmement cher. Et c'est ça aussi dans la crypto, c'est-à-dire qu'une erreur que tu vas faire, tu te dis, ouais, il ne faut pas que j'investisse plus d'argent que ce que je peux me permettre de perdre. Ça, c'est pareil, tu dis, ouais, c'est bon, j'ai bien compris. Par contre, en bear market, si tu as investi plus d'argent que ce que tu peux te permettre de perdre, là, tu vas comprendre ta douleur. Là, tu vas comprendre ce que c'est. Pareil, on dit la volatilité dans la crypto. Ça fait un certain moment maintenant qu'on accompagne aussi des gens à investir. Et il y en a qui viennent plutôt de la finance traditionnelle, tu vois. Et il y avait certains qui nous disaient, ouais, mais moi, t'inquiète pas, la volatilité, je connais, ça fait déjà 20 ans que j'investis sur le marché action ou même sur les obligations. Ouais, sauf que la volatilité dans la crypto n'a rien à voir. Tu vois, du 20, 30, 40, 50% de volatilité comme ça, c'est très récurrent. Et quand tu te prends, tu vois, si tu prends le cas de Cardano en 2017, il est monté à 1 euro, il est descendu à près de 1 centime pour repartir à plus de 3 euros au prochain bull run. Je ne sais pas si tu imagines le niveau de volatilité sur ton portefeuille. Tu étais presque à 99% de drawdown sur cet actif-là. Et ça fait partie de l'un des rares actifs qui a eu autant de drawdown et qui a redépassé son précédent plus haut. Parce que la plupart des altcoins, hein, ceux qui prennent à moins 99%, en général, pour la majorité d'entre eux, ne remontent jamais. Bon, là, pour Cardano, ça a remonté. Il faut accepter. C'est-à-dire que tu mets 100 euros, tu te retrouves à 1 euro pour après repartir à 300 au prochain bull run, etc., etc. Donc, c'est un niveau de volatilité et de risque qui, oui, est nettement démesuré par rapport à ce qu'il y a à côté. Par contre, c'est ce qu'a dit Théo. C'est toujours un risque-rendement. Je vais chercher plus de rendement, donc in fine, je vais avoir aussi plus de risques. Et comprendre que la vérité absolue n'existe pas. Attention aux biais de confirmation que vous allez avoir sur les réseaux sociaux. Vous allez typiquement regarder des vidéos sur YouTube qui va vous expliquer que le Bitcoin, ça va devenir la prochaine de réserve de valeur mondiale et que demain, on va avoir l'étalon Bitcoin. C'est peut-être un scénario possible, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres scénarios? Est-ce que celui que vous avez mis là, est-ce que c'est 100% de chance? Et dans quel cas, c'est le seul et unique scénario que vous allez privilégier et vous allez mettre toutes vos portefeuilles pour privilégier ce scénario-là. Si jamais ça ne se passe pas, qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que vous n'allez pas être dans des positions compliquées? Et est-ce que le contenu que vous regardez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes suffisamment ouvert pour vous rendre compte peut-être des autres facettes éventuellement de l'investissement que vous êtes en train d'étudier? Typiquement, vous pensez que les crypto-monnaies sont là pour rester, un peu comme nous, on est peut-être un peu biaisé aussi là-dessus, mais vous pensez que les crypto-monnaies sont là pour rester, vous pensez que le Bitcoin sera encore là dans 50 années, essayez d'écouter des gens qui justement, alors des gens intéressants qui ont des vrais arguments pour le coup, hein, pas d'aider au PMU, on s'en fout, mais je veux dire des gens qui vraiment ont peut-être un certain historique, des certaines réussites par le passé, qui sont absolument pas d'accord là-dessus et qui pensent que typiquement le Bitcoin, ça n'a aucune valeur. On peut prendre par exemple le cas de Warren Buffett, on peut prendre le cas de Peter Schiff, même si je suis absolument pas d'accord avec tout ce qu'ils expliquent. Néanmoins, c'est des gens qui ont eu une certaine réussite par le passé et il y a peut-être des choses qu'on peut apprendre et de se dire, bon tiens, ces personnes-là, ils disent tel truc,
Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis pas d'accord? Est-ce que ça corrobore ce que j'ai pu voir à côté? Et c'est comme ça qu'on se forge sa propre opinion. Et c'est comme ça, par la suite, qu'on sera capable de mesurer et de gérer son propre risque. Comment on peut gérer et mesurer son propre risque si derrière les seules informations qu'on écoute, c'est des gens qui nous les mettent un peu dans notre tête et qui vont venir renforcer ce biais de confirmation. Si on écoute simplement, par exemple, un YouTuber qui va nous dire ce projet-là, il est intéressant et en plus, in fine, il a peut-être été payé pour vous proposer ce genre de projet-là, est-ce que derrière, vous pensez concrètement que vous allez avoir une vision objective de l'investissement que vous allez faire et que vous allez pouvoir gérer votre risque correctement? Ça, il faut être vraiment très vigilant là-dessus, quoi. Oui, dans tous les cas, ça, on le répète encore ça plusieurs fois, mais savoir aussi avec le recul, tu vois, plus de modestie par rapport aux attentes qu'on peut avoir dans notre investissement. Parce que c'est vrai qu'au début, on a vite tendance à se laisser, moi c'est pareil, tu vois, genre commencer dans le Bitcoin, j'étais pas Bitcoin maxi, mais presque, tu vois, quoi, parce que je commençais en me renseignant que sur le Bitcoin. Et du coup, tu comprends les idées, tu comprends le truc, tu dis, ah ouais, Bitcoin, machin, tu lis Antonopoulos ou je sais pas quoi, tu vois, au tout début, là, les bouquins de 2013 et tout, tu vois, peut-être c'est bon, ça a révolutionné le monde. Et après, au final, quand tu prends un peu de recul, tu dis, ouais, bon, c'est pas infaillible non plus, il y a pas mal d'arguments contre aussi, et du coup, bon, tu mets un peu d'eau dans ton vin quand tu dilues, et quand tu prends aussi, tu vois, quand tu rentres dans un schéma narratif, tu dis ça va faire ça, ça va faire ça, et qu'au final, une fois, deux fois, trois fois, ça se passe pas comme tu avais prévu, et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes que tu pensais voilà, qui avaient tout compris, qui savaient se passer, au final, ils en savaient pas plus que toi. Juste, ils étaient peut-être plus convaincants dans la manière, la forme de dire les choses. Ils avaient peut-être, comme tu l'as dit, leur bague à faire pumper aussi de leur côté. Hein, dans la crypto, ça se passe beaucoup. Mais, et du coup, tu dis, bon, mais peut-être voilà, réduire un petit peu mes attentes, même si un truc qui me paraît très convaincant et qui me plaît bien, parce que justement, j'ai l'opportunité de rentrer à ce moment-là, avoir beaucoup de tokens ou avoir un prix très faible. Et s'il y a ce schéma narratif-là qui se passe, effectivement, je vais gagner beaucoup d'argent. Mais comme tu l'as dit, penser que ça peut ne pas arriver, que c'est peut-être même probable que ça n'arrive pas et que ce schéma, c'est effectivement une possibilité, mais que tu n'as peut-être vraiment pas beaucoup de chance. Et dans tous les cas, si tu décides d'investir après, ben, faire quand tu as ta propre opinion et être plus modeste, quoi. Moi, je sais que vraiment un truc que je referais plus, c'est d'avoir des trucs trop hauts. Bah, tu te dis, non, mais ça peut au moins faire ça. À moins de ça, je ne vends pas. Ouais, au final, à mon avis, si tout le monde est dans cette mentalité-là ou que la plupart des gens réfléchissent comme ça, au final, tu n'atteindras jamais ces prix-là. Et il vaut mieux être raisonnable avant. Et le problème dans la crypto, c'est que tu as vite le grid qui arrive, quoi, la cupidité. Et tu te dis, non, mais un x10, ça suffit pas. Un x20, ça suffit pas. Alors que des fois, tu te mords les doigts, quoi, après en bear market. Et il y a toujours cet exemple. Tu l'as dit aussi quand tu es en bull run, tu dis voilà, je vais investir 1000, 2000, 3000 euros comme ça, on verra bien, même si c'est un shitcoin, c'est rigolo. Pensez, si tu avais ces mêmes 2000, 3000 euros dans la poche en billets de 50 peut-être, Est-ce que tu le ferais? est-ce que tu jettes dans la rue comme ça en disant oh, on verra bien, c'est rigolo? À mon avis, tu vois, c'est pas pareil de vraiment le toucher, de sortir ton truc, ton compte en banque en billets et le jeter en disant ah, c'est rigolo, regarde, je jette en sachant particulièrement où ou au casino, tu vois, genre tu prends ce billet, tu dis vas-y je jette, est-ce que ça le fait ou pas, tu vois, je pense pas que beaucoup de gens feraient 3000 balles, je le balance d'un coup comme ça, on verra bien. Et un peu cette perte de parallèle ou ce lien avec la réalité et l'argent, surtout en bull run. Et du coup, c'est vraiment voilà, la modestie récupérée. Déjà, si tu as fait un x2, c'est énorme. Et encore, on ne parle même pas d'un x10, parce que x10, x20, il faut absolument que je fasse ça, mais déjà un x2 par rapport et ça, on répète souvent, mais c'est vraiment exceptionnel par rapport à tout ce qui se trouve dans l'investissement traditionnel, ce qui est ce que la majorité des gens font, quoi, en immobilier, dans la bourse. On parle voilà, 7 au-delà de 10% déjà, notre truc traditionnel, c'est assez difficile. Ou alors même, on parle carrément d'arnaque, mais dans la crypto-monnaie, c'est possible. Donc déjà, voilà, il faut se contenter aussi, tu vois, des trucs plus modestes. Surtout, voilà, si tu commences avec peu de fonds, peu d'expérience, ouais, c'est illusoire de se dire que tu vas devenir millionnaire avec 1000 euros dans la crypto-monnaie, quoi. Ou alors d'avoir un énorme coup de chance, mais tu fais partie des Puis même, 0,5. tu vas prendre par exemple le gars, un gars spécifique qui a réussi à gagner beaucoup d'argent en investissant très peu, et tu vas te dire, tiens, ça va être la réalité, lui, il a réussi à le faire, pourquoi pas moi? Ok, c'est un peu comme gagner au loto. Il y en a qui ont réussi à gagner au loto, tu peux gagner au loto. Bon, après, est-ce que c'est ce que tu dois rechercher pour gagner de l'argent? Je ne suis pas convaincu, hein. Et ce qui est important, c'est, comme tu l'as dit, d'avoir des attentes réalistes par rapport à ce que tu peux retrouver à côté. Et c'est vrai que dans la crypto, c'est vraiment pas facile parce que pour le coup, on est sur un marché qui est encore très jeune, qui est encore très volatile, avec des performances extrêmes. Typiquement, tu peux rentrer sur un projet du top 500 de CoinMarketCap et tu vois, certains projets qui peuvent faire des fois 100, fois 1000, fois 10 000 sur un bull run, ça a existé.
Ça risque encore d'exister, même si ça se fait quand même de plus en plus rare, parce que tout le monde recherche ce genre d'opportunités. Et comment tu peux être amené à rechercher comment tu peux être amené à avoir des attentes réalistes quand tu sais que ça, c'est possible, justement? Et c'est là où c'est difficile parce que tu as toujours ton côté, et on l'a connu, hein, nous aussi sur certains projets, hein, tu vois, on est rentré, ça a énormément augmenté et tu dis: Ça a bien augmenté, mais ça va augmenter encore plus». Et puis au final, ça augmente plus, ça baisse et là, tu n'arrives plus à vendre parce que tu dis: «Punaise, j'avais un certain niveau, mon portefeuille vaut tel prix» et cetera, et tu rentres dans tous les biais cognitifs, que j'évoquais un peu plus tôt, qui fait que tu n'arrives pas à prendre des bénéfices et tu subis après de plein fouet le bear market. Donc, avoir des attentes réalistes, moi, ce qui m'a encore aidé, encore une fois, et ça me parle à moi, peut-être que ça ne parlera pas à beaucoup de gens, c'est de voir la crypto-monnaie comme étant un moyen d'extraire de la valeur de ce marché. Moi, je n'investis pas que dans la crypto, je m'intéresse aussi à l'immobilier, je m'intéresse aussi à l'entrepreneuriat, je m'intéresse aussi à la bourse, à plein d'autres choses. Et donc, j'ai compris que, enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça, la crypto-monnaie, oui, ça reste un outil, oui, à tout ce qui est aspect libertarien, émancipation personnelle, tous ces trucs-là. Mais aujourd'hui, comme 99% des gens, on est là pour gagner de l'argent. Et si on le voit comme ça, bon, bah, faut pas être attaché émotionnellement à ces projets et de se dire, je suis là pour extraire une performance du marché. À partir d'un certain niveau qui est celui que j'aurais déterminé au départ par rapport au profil de risque, par rapport aux performances que je vais avoir, dès que j'arrive à ces niveaux-là, tant pis. Je ne vais pas acheter au plus bas, je ne vais pas chercher à acheter au plus bas, je ne vais pas chercher à revendre au plus haut, parce que de toute façon, je n'arriverai pas à le faire. Et si j'arrive à le faire, ce sera plus de la chance que quelque chose que je serai capable de répéter. Mais en tout cas, si mon objectif, c'est de gagner de l'argent, bah voilà, si j'arrive à revendre plus haut de toute façon que les prix auxquels j'ai acheté, le deal est respecté, j'ai pas perdu d'argent et j'extrais une performance du marché quand il y a des choses intéressantes à faire. Et ça serait trop bête de s'en priver. Il y a des performances juste incroyables qu'on est capable de faire dans la crypto-monnaie. Et après, de se dire, je fais la crypto et si je fais pas un x100, de toute façon, ça vaut pas le coup. Oui, peut-être que vous allez réussir à faire un x100, mais à quel prix? C'est-à-dire que si pour un x100 que vous allez potentiellement arriver à faire, peut-être que vous allez perdre énormément d'argent. Et pour moi, ça, c'est pas une vraie stratégie. Se rendre compte de ce qu'il y a à côté et de ce qui est considéré comme étant une stratégie vraiment bonne en bourse, comme l'a dit Théo, si vous arrivez à faire sur 40 ans du 10% annualisé, c'est juste extraordinaire. Alors oui, vous ne serez pas Warren Buffett, hein, mais c'est juste extraordinaire en comptant les intérêts composés. Et je pense qu'on est dans un domaine aujourd'hui dans la crypto, et ça fait des années qu'on est dedans et on adore ça, mais c'est encore un marché qui est très jeune. Et je pense que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une vision sur 10, 15, 20, 30, 40 ans, tu vois. À la limite, tu te dis, vas-y, je suis idéologiste, je pense que le Bitcoin sera encore là dans 40 ans et c'est possible, tu vois. Mais on n'a aucun recul là-dessus. Oui, On n'a surtout il aucun y a recul. 10 ans, j'ai lu un article l'autre jour, on disait comment tu imagines la crypto en 10 ans. Il y a 10 ans de ça, la crypto, le market cap global, c'était 1 milliard. 10 ans après, on a atteint 3 trillions, fois 3000. Qui aurait pu prédire ça il y a 10 ans? Non, mais Personne. personne. Non, mais personne. Donc, tu n'en as aucune idée. Et du coup, je pense que derrière, de se dire, ah, j'investis dans ce projet parce que c'est bon, c'est le prochain Google, c'est le prochain Apple. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est pas possible. C'est possible. Il y aura des performances juste incroyables pour des projets qui seront encore là dans plusieurs années. Par contre, la probabilité à ce que vous arriviez, vous, en tant que personne lambda, hein, comme nous, hein, de trouver le prochain Google, le prochain Facebook et ceux qui arriveront sur la ligne d'arrivée, ça reste quand même peu probable. Et donc, moi, c'est mon point de vue et c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui, c'est de me dire, je suis pas le Warren Buffett, je suis pas capable de faire le stock picking et de trouver ces trucs-là. Par contre, je comprends bien le domaine crypto, je comprends bien les schémas narratifs, je comprends bien la psychologie des gens et je comprends très bien aujourd'hui cet écosystème. Et donc, je vais capitaliser dessus. Et derrière, bah, dès qu'il y a des progressions qui sont peut-être trop importantes par rapport à celles que j'aurais pu penser initialement parlant, eh ben, je vais récupérer mes bénéfices et après je vais les rallouer éventuellement sur d'autres classes d'actifs parce que les événements qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est possible parce qu'on est sur un marché qui est très jeune, qui est encore très volatile. Mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les épisodes de halving déjà ne seront pas autant significatifs que ceux qu'on a pu connaître par le passé et les cycles ne seront pas autant explosifs que ça. Donc les performances et les x10, x100 que beaucoup de gens recherchent ou même les x1000, c'est possible parce qu'on est encore très jeune. Mais dans plusieurs années, ça ne sera pas possible. Donc si par le meilleur des hasards, vous arrivez à faire des performances incroyables, un x10, un x100 sur des projets, je vous en supplie, prenez des bénéfices et peut-être réallouer votre portefeuille. Considérez ça comme étant, on va dire, un pain béni. Quoi. Vous vous dites, punaise, ça, c'est tombé sur moi. C'est peut-être pas un truc que je serais capable de répéter dans les 30, 40, 50 prochaines années. Donc, je vais capitaliser dessus. Je vais me protéger un maximum ça.
Et après, l'argent que j'ai envie, entre guillemets, de remettre, je sais pas, ça peut être dans la crypto ou dans des projets plus risqués, je vais le faire. Mais il y a des gens, moi je sais que je connais, qui ont gagné plusieurs millions dans la crypto-monnaie, qui n'ont pas pris de bénéfices ou qui ont à chaque fois sont amusés à faire des all-in, 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 et qui se sont réveillés, notamment en bear market, en se disant: «Punaise, mais si j'avais su, c'était tellement d'argent en fait». Ça représentait 120 années de salaire que j'avais au final gagné en 1 an et demi. Si j'avais récupéré une petite partie de cet argent-là, j'aurais plus jamais eu besoin de travailler de toute ma vie. Et je ne l'ai pas fait parce que j'étais greed et parce que je disais: «Non, mais c'est bon, c'est simple. Moi, j'ai réussi à le faire. Je suis plus malin que la moyenne. Tac, je choisis un projet. C'est bon, ça fait 1 fois 2000. Je l'ai fait une fois, je vais le faire 2 fois. Et ça marche une fois, ça ne marchera pas une deuxième. Où il y a très peu de chances». Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc en plus, mais Ouais, mais juste peut-être à terminer sur les probas, parce que je suis en train de penser à un truc, c'est au niveau des probas, c'est un peu, voilà, c'est pas forcément logique, mais dans un sens aussi. Au final, si tu dis ça va pas m'arriver à moi, ou alors ça va m'arriver à moi sur des trucs qui sont statistiquement très peu probables. C'est-à-dire, tu investis ouais. sur un shitcoin, tu dis ça va m'arriver, j'ai trouvé le fois 1000, alors que statistiquement, c'est pareil que jouer au loto, quoi. Et d'un autre côté, tu te dis je vais pas faire partie de ceux qui vont perdre de l'argent parce que moi j'ai investi dans mon projet, parce que je vais faire partie de ceux qui vont gagner beaucoup d'argent, alors que statistiquement, là aussi, là par contre, tu n'es pas dans les 0,001% de chance de gagner. Par contre, tu es dans les 81 ou 70%, je ne sais plus quelle étude était sortie où il disait en gros il y a beaucoup de scams, beaucoup de shitcoins, je sais plus, je crois que c'est 70% de scam token, tu vois, des trucs, mais vraiment c'est fait que pour scammer. Et donc du coup, si tu fais n'importe quoi sur un shitcoin, tu as quand même 70% de chance, donc la majorité de chances de te faire scammer. Et du coup, tu as un peu cette ambivalence où d'un côté, tu te dis non mais je vais faire partie des gagnants de la loterie et d'avoir beaucoup d'argent sur un fois 10 000 sur un projet pourri, alors du coup la chance, c'est que les statistiques sont pas du tout de ton côté, et de l'autre côté tu dis je vais pas perdre d'argent, je vais pas faire scam parce que je suis plus intelligent que la moyenne et ça va pas m'arriver à moi. Et alors du coup là pour le coup les stats sont clairement pas en ta faveur, mais du coup avec beaucoup plus de probabilité de te faire scam. Et au final celui qui s'en sort le mieux, c'est celui qui dit qui est un peu mieux, qui a pas des attentes exceptionnelles, qui se dit pas je vais faire un fois 10 000, je vais pas sortir, et la grille qui sait justement comme ce que tu décris, qui sait prendre des bénéfices, qui extrait sa performance, qui sait se retirer plus tôt. Et au final, ce mec-là, qui est ni dans l'un ni dans l'autre, qui est un peu au milieu, qui est plus raisonnable, il se retrouve, pour le coup, dans la minorité des gens qui gagnent de l'argent, alors que statistiquement, tu vois, il va pas chercher le truc exceptionnel, mais du coup, encore une fois, d'avoir cette attente raisonnable, tu te retrouves du coup avec les statistiques de ton côté, parce que là, pour le coup, les gens qui ont cette approche-là de sortir un peu plus conservateur, de verrouiller des plus-values assez rapidement et de ne pas attendre de même le x10 ou le x100 pour sortir de l'argent petit à petit et toujours garder ce principal plus les plus-values, mais déjà, tu fais partie genre, de la minorité déjà qui gagne de l'argent, et tu mets vraiment du coup les probabilités de ton côté que ça se passe le mieux pour toi. Du coup, c'était juste pour faire ce truc des probabilités. Et c'est vrai que c'est un peu fou l'investissement, parce que tu dis vraiment ça va pas m'arriver, ou alors ça va m'arriver, alors que dans aucun des deux cas, les stats sont de ton côté, tu vois. Et c'est un peu vouloir être plus malin que les autres, et c'est prendre un peu conscience aussi avec le recul qu'au final, ça n'arrive pas comme ça, quoi. Tu es comme tout le monde, et si les stats sont pas de ton côté, il faut te dire que si tu as 90% de chances de perdre, et bien, tu as 90% de perdre, et il y a très peu de chances que tu fasses partie des heureux élus pour qui ça va bien se passer. Et donc, il faut peut-être mieux prendre des trucs plus tôt, sortir plus tôt, être plus raisonnable, mais dans tous les cas, ressortir en positif et pas te faire hack, quoi. Ouais, et puis tu vois, c'est ce qu'on disait aussi par rapport même à ceux qui géraient plusieurs milliards, tu vois. Il y avait beaucoup qui faisaient l'apologie de FTX, Celsius, Nexo et toutes ces boîtes-là. Tu as même des boîtes qui étaient valorisées à plusieurs milliards, se sont révélées perdre de l'argent, se mettre en faillite, donc se retrouver dans le négatif et dans des positions très compliquées. Pour autant, c'était des gens qui, même pour certains d'entre eux, avaient une très belle réussite par le passé. Tu vois, Celsius, Machinsky, à l'époque, c'était pas sa première boîte. Il a créé plusieurs boîtes valorisées à plusieurs milliards. C'est un entrepreneur à succès depuis des années et tout. Ce mec-là, donc, il a essayé de faire le trader, hein, il a essayé de faire mieux que la moyenne. Résultat, il a perdu énormément d'argent, pas que le sien en plus, de l'argent de pas mal d'utilisateurs. Donc, vous dites théoriquement que vous, même si au précédent bull run, vous avez gagné 10 balles, vous avez fait mieux que Machinsky avec sa boîte valorisée à plusieurs milliards, parce que lui, il a perdu. Il a carrément perdu tout ce qu'il a fait, c'était bankruptcy, quoi. Et c'est ça aussi un peu ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'investissement, la majorité des personnes perdent de l'argent. Tu vois, il n'y a pas un marché où tout le monde gagne, où tout le monde devient riche comme ça. Dans tous les marchés, dans l'écrasante majorité des cas, il y a la majorité des gens qui perdent de l'argent
et il y en a une minorité qui va réussir à en gagner. Et donc derrière, en étant conservateur, en essayant de faire attention aux biais cognitifs et tout ce que vous allez pouvoir voir sur les réseaux sociaux, ça va vous permettre de prendre du recul et de vous dire, tiens, alors cette personne-là, elle pense ça. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit? Est-ce qu'il a déjà un background? Est-ce que ça fait plusieurs années qu'il est dans la crypto? Ou est-ce que c'est quelqu'un là, qui est là, il est arrivé dans la crypto parce qu'il a vu de la lumière, le gars, il a investi 1000 balles, il a fait un x10, il se considère comme étant Warren Buffett. Bon, voilà. Je pense qu'il faut être très critique, il faut être très vigilant aux informations que vous allez pouvoir retrouver. Vraiment, je le répète tout le temps, mais faire confiance à personne et même pas à nous. Parce que même si on essaye avec Théo, Mickaël, de faire très attention au contenu qu'on propose sur les réseaux sociaux, d'être mesuré dans nos propos et de vous expliquer tout ce qu'on fait aujourd'hui, on a forcément aussi des biais cognitifs, on a forcément des points qui ne sont pas forcément vrais. Voilà, on essaie de faire les choses correctement, mais on peut également aussi se tromper. Et je pense qu'à partir du moment où vous considérez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, que les choix que vous allez prendre, c'est des choix sur lesquels vous allez aussi en prendre l'entière responsabilité, derrière, ça va vous amener à prendre du recul et de réfléchir à chaque fois les décisions que vous allez prendre. Typiquement, c'est pas parce que quelqu'un a une réussite par le passé qu'il est forcément obligé d'avoir, qu'il est forcément de très bons conseils ou que c'est forcément quelqu'un que vous devez écouter par exemple, dans le cas de la crypto. Je peux reprendre le cas de Mashinsky. Mashinsky qui a eu une très belle réussite par le passé. Résultat, il a fait perdre énormément d'argent à beaucoup de personnes dans la crypto-monnaie et à mon avis, c'est pas encore terminé avec ce qu'il est en train de faire. Et on peut donner aussi un dernier. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain débat. On peut prendre Saylor, tu vois. Michael Saylor, tout le monde un peu l'idolâtre, ce mec. Tout le monde dit c'est génial, il fait plein de trucs. Il a fait le Mining Council pour apporter plus de crédibilité et plus de transparence sur l'univers Bitcoin et notamment sur tout ce qui est lié aux énergies renouvelables, les énergies fossiles. Donc oui, il y a des choses qu'il a fait très bien. Et d'ailleurs, il a onboardé énormément de personnes dans l'écosystème crypto. Par contre, il a dit aussi énormément de conneries. Et typiquement, une des conneries, moi, qui m'a fait juste sortir de mes gonds pendant le précédent bull run, c'est quand il expliquait ouvertement, et vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, lorsqu'il expliquait ouvertement aux gens que pour investir sur le Bitcoin, ces gens-là devaient mortgage leur maison, donc mettre une hypothèque sur leur maison pour emprunter de l'argent pour investir sur le Bitcoin, utiliser l'effet de levier, etc., etc. Et il a dit ça en plus quand on était proche du top. Donc quelqu'un qui a une influence aussi importante que lui, malgré le fait qu'il a eu une super réussite, aujourd'hui ça fait partie d'un des plus gros détenteurs de Bitcoin, il a donné le pire conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un pour investir dans la crypto. Donc attention, si vous aviez fait ça, vous auriez fait liquider, vous auriez perdu l'intégralité de votre capital. En plus, c'est quelqu'un, en 2013, qui, il y a encore le tweet, je crois, sur son profil, qui disait Bitcoin is gonna die like online gaming. Tu vois, je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais que ça allait mourir, que ça ne reposait sur rien et que ça allait décéder comme le jeu en ligne en 2013. Et il a FOMO, là, quelques années après, en achetant le top et en disant aux gens achète le top avec un effet de levier. Putain, mais moi, tu vois, c'est ça qui me rend fou. Et je ne suis pas en train de dire tout ce qu'il fait, c'est nul. Encore une fois, je pense que les gens, il faut qu'ils arrivent à faire la part des choses et arrêter de mettre ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut évoquer à chaque fois dans des cases. C'est tout le temps, tu dis ça, donc tu dis, si tu penses ça, si tu dis ça, c'est que tu es forcément contre quelque chose. Non, je peux dire un truc et essayer d'être mesuré dans mes propos. Tu vois. Et typiquement, c'est ce que je dis. Je pense que Saylor, il a apporté énormément de positifs sur certains aspects, notamment sur le onboarding de certains institutionnels et des gens qui ont de l'argent, même au niveau corporate aussi pour les entreprises. Par contre, il a fait aussi énormément de merde et je pense qu'à partir du moment où on arrive à prendre du recul et de considérer que les gens qu'on a en face de nous, c'est pas des saints, c'est pas des mecs qui ont décodé la Matrix, qui ont réussi à avoir d'avoir, on va dire, plus de résultats que la moyenne. Des fois, ils en savent, comme tu l'as dit au début, des fois, ils en savent pas plus que nous. Et donc, regardez objectivement ce qu'ont fait ces gens-là, des fois de bien et de moins bien. Ça évite de les mettre sur un piédestal et ça vous évite, vous, de croire et de boire les paroles de toutes ces personnes-là parce qu'il a aussi un intérêt. Tu vois, quelqu'un qui investit plusieurs milliards dans le Bitcoin, forcément qu'il ne va pas dire du mal du Bitcoin, forcément qu'il va faire tout pour pumper son bag. Mais est-ce que c'est forcément pour son cas personnel ou est-ce que c'est pour le bien, parce que c'est le bienfaiseur ou le bienfaiteur de l'humanité? Je ne suis pas convaincu de ça. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça et si tu veux rebondir ou sinon on clôture maintenant. Ouais, je pense. Après, moi, je suis d'accord. Et je pense, je fais une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne sur le culte des personnalités. Attention à tous ces mecs qui sont super véhéments, super extrêmes dans un sens ou dans l'autre, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont complètement à l'extrême opposé de ce que pour proposer
Michael Saylor qui dit du coup sur le Bitcoin c'est de la merde, ça marchera jamais. Peter Schiff concrètement, pour citer qu'un exemple, lui il est complètement à l'opposé. Et dans tous les cas, voilà, c'est jamais quand c'est extrême, de toute façon c'est jamais la vérité absolue. Et au contraire, si un mec qui est trop pro quelque chose, donc il faut émotionnellement investi, financièrement investi, donc investi à tous les niveaux. Faut faire attention, quoi. Comme tu l'as dit, un mec qui te dit au top de mettre ta maison en mortgage, de mettre en péril ton avenir financier pour FOMO sur une crypto, lui peut peut-être se le permettre parce qu'il est dans une situation de milliardaire, mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Donc c'est vrai que c'est dangereux. Et dans tous les cas, essayer de moduler ou d'essayer de venir modérer un petit peu les propos en écoutant, voilà, limite, écoute l'extrême opposé pour voir ce qu'il se dit et essayer de te retrouver au milieu, quoi. Mais, Bon, je pense qu'on va terminer la vidéo là qui est bien trop longue. On avait prévu à la base de faire à peu près une vidéo d'une demi-heure. Bon, c'est encore raté, comme à chaque fois. Loupé. Vous nous direz si ce genre de contenu vous intéresse et si vous avez des suggestions aussi pour les prochaines vidéos. Souvent, bon, on a quelques idées, mais n'hésitez pas à nous proposer des échanges qu'on pourrait faire comme ça librement avec Théo, Mickaël ou Benjamin. Souvent, même c'est un contenu qu'on aime beaucoup plus proposer que d'avoir un truc avec un PowerPoint et tout. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus interactif et c'est beaucoup plus vivant. Donc, n'hésitez pas à nous donner quelques suggestions là dans la section commentaires pour les prochaines vidéos qu'on pourrait traiter sur la chaîne. Je vous mets quelques liens importants, comme d'habitude. Donc, le lien vers la chaîne de Théo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets le lien vers ma seconde chaîne qui parle de tout ce qui est donc entrepreneuriat, finances personnelles, investissement, etc. Je vous mets également aussi le lien vers la possibilité pour vous de réserver un appel téléphonique directement avec nous. Pour tous ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé, voilà, n'hésitez pas à réserver un appel avec nous, puis on verra potentiellement comment on pourra faire pour vous accompagner pour aller plus loin. Et puis, on vous met également aussi le lien vers un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Donc, vous cliquez dans la description, vous cliquez sur le lien, ça va vous emmener sur une page. Vous aurez simplement à mettre votre adresse mail, un mot de passe, et vous pourrez vous connecter directement sur un espace membre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, et puis on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.